Gabrielle Aubert, bonjour. Bonjour madame. Je vous propose lors de cet entretien mené par la Maison de l'Histoire et que j'animerai au début pour lequel Madame Meyer prendra le relais. Donc Madame Meyer et moi-même avons été vos assistantes et vous avez été notre directeur de thèse alors que vous étiez professeur de droit du travail à l'université. Je vous propose de revenir durant cette interview sur votre carrière de professeur de droit du travail, de professeur de rhétorique et de stylistique, et de commencer par évoquer peut-être les débuts de votre passion pour ces deux disciplines et votre formation au Collège de Genève tout d'abord. Je suis ravi de ces retrouvailles, puisque nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années et que nous avons aussi eu le plaisir de suivre la rédaction de vos thèses respectives. Vous me demandez comment j'ai commencé à m'intéresser à la rhétorique, puisque vous avez aussi participé à l'enseignement de rhétorique. Et à vrai dire, j'ai trouvé chez ma grand-mère un manuel de rhétorique qui datait des années 1880. Et qui contenait tout ce qu'il faut savoir pour préparer un discours et aussi pour comprendre la façon dont sont construits les discours, dont sont construites les dissertations et dont sont construites aussi les répliques des auteurs classiques de théâtre. Et ce manuel m'a beaucoup accompagné et je dois avouer que j'en ai profité. C'était un avantage comparatif par rapport à mes petits camarades de collège que je ne leur cachais pas, mais qui ne les intéressait pas beaucoup. Donc effectivement, la rhétorique m'a toujours intéressé. J'ai une petite collection d'ouvrages de rhétorique et à un certain moment, je me suis rendu compte comme professeur que les étudiants, dans le cadre d'un petit séminaire, avaient de la peine à construire des exposés. Et je leur ai proposé de faire un petit séminaire de rhétorique désintéressé, en sens qu'ils ne devaient pas recevoir de notes. Il y avait 12 étudiantes, pas un seul étudiant, parce que les mecs, ça assume, si j'ose dire, ou ça assure, ou ça croit assurer. Et ils sont d'ailleurs souvent beaucoup plus fragiles. Et ces 12 étudiantes ont suivi le séminaire pendant un semestre, et avec des travaux pratiques, ce qui nous a donné l'idée après de continuer. Le doyen m'a demandé de faire un enseignement à option, parce qu'il fallait récompenser les étudiants, alors que souvent l'enseignement devrait être leur seule récompense. Et ensuite, à l'occasion des programmes de la réforme de Bologne, cet enseignement est devenu obligatoire, ce qui était une nouveauté, mais c'était une nouveauté dans l'air, en ce sens que les enseignements de rhétorique ont aussi ressurgi ailleurs en Europe. D'accord. Donc la rhétorique, c'est vraiment une discipline qui a été une passion pour vous depuis très longtemps et que vous avez cultivée pendant toutes ces années jusqu'à réussir à la partager dans un cadre universitaire. Pendant longtemps, la rhétorique, c'était à peu près la seule base de l'enseignement. On enseignait la rhétorique, on enseignait un peu de théologie, on enseignait très peu de sciences naturelles. Bon, vous me direz que le Moyen-Âge n'est peut-être pas la meilleure époque de comparaison, mais c'est clair que la maîtrise, ou en tout cas la connaissance des règles de la rhétorique, fait qu'on se sent mieux préparé aussi pour enseigner, et pour enseigner pas seulement la rhétorique elle-même, mais aussi d'autres disciplines. Et puis alors, à côté de cette passion de la rhétorique, mais qui finalement qui est néanmoins mêlée de plus d'une manière, vous avez étudié le droit. Parce que finalement, les gens vous connaissent, ou vous ont connu pendant longtemps comme le professeur de droit du travail. Alors comment est-ce que tout ça s'est fait? Comment est-ce que vous avez cultivé ces deux disciplines en parallèle? Alors au début j'ai fait une licence, à l'époque la licence durait 3 ans, et vous avez vu tout à l'heure le programme de l'époque, c'était vraiment assez mince, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Et ça m'a permis d'acquérir les bases. J'aimais bien toutes les disciplines, mais je m'intéressais au droit du travail. D'abord parce que c'est une discipline qui, à l'époque, me paraissait plus facile que les autres. Je ne m'imaginais pas approfondir le droit fiscal, par exemple, que je trouve un peu trop compliqué. J'ai aimé le droit pénal, j'ai pratiqué un peu le droit pénal comme stagiaire et comme collaborateur dans un cabinet d'avocats. Et j'ai choisi le droit du travail parce que ça me paraissait être la vie courante.
et que le droit du travail, on le sent partout, on le voit partout. À l'époque, les idées politiques étaient telles qu'on parlait beaucoup de participation aux décisions dans l'entreprise, toutes sortes d'idées qui étaient à la mode à l'époque et qui maintenant ont changé. Et j'avais un professeur, Alexandre Bernstein, mon prédécesseur, qui n'était pas un très grand orateur, à vrai dire, mais qui écrivait magnifiquement, qui écrivait très clairement, de façon très limpide et très logique. Et j'avais le désir de rédiger ma thèse sous la direction d'un professeur sachant écrire, si j'ose dire. Et c'est pour ça que j'étais content de faire ma thèse sous sa direction. Si vous êtes d'accord, parlons maintenant peut-être un peu de formation continue et de vos liens avec la cité, non seulement avec la faculté et l'université, mais aussi avec la cité. Parce qu'on vous connaît très bien à Genève, en Suisse romande et partout ailleurs, en Suisse d'ailleurs, dans les milieux du droit du travail, comme étant l'organisateur et l'animateur principal des journées de droit du travail. Est-ce que vous voulez raconter comment cette aventure a commencé ? Il y a maintenant 26 ans ou 27 ans. 20... C'était la 26e. La dernière était la 26e. Eh bien, ça a commencé comme ça. La faculté de Fribourg, à mon avis, dans les années 70 déjà, à la fin des années 70, avait lancé des journées de droit de la circulation routière, des journées de droit des constructions et peut-être des journées de droit de la responsabilité civile. Et ils ont été un peu les seuls à organiser des journées annuelles. D'autres collègues organisaient des journées de temps en temps ou des séminaires, mais pas des journées, si j'ose dire, des journées continues, de formation continue. Enfin, et quand j'étais aux États-Unis, je travaillais je faisais des petites recherches dans la bibliothèque du National Labor Relations Board, et j'avais en face de moi la collection des conférences annuelles de droit du travail. Alors évidemment, la connexion entre les deux s'est faite dans mon esprit, et quand j'ai été nommé, j'ai proposé à la faculté d'organiser. Alors ça n'a pas été tout simple, parce que c'était un peu une nouveauté. Et puis le conseil décanal de l'époque, le doyen était très favorable. Le conseil décanal de l'époque était légèrement, comme on disait au XVIIIe siècle, englué. Mais j'ai réussi à le faire. D'ailleurs, j'ai commis l'erreur de ma vie, parce que j'aurais dû les organiser en dehors de la faculté, ce qui m'aurait donné beaucoup de liberté. Mais je pensais quand même que c'était utile de le faire dans la faculté. Et peu à peu, ça s'est développé. Et la journée de droit du travail a été la plus ancienne et demeure, si vous me permettez de le dire sans modestie aucune, demeure la plus fréquentée des journées de formation continue. Et de loin. Et de loin, et même d'ailleurs, même en Allemagne, semble-t-il, il n'y a pas de journée de ce genre-là parce que je m'adresse à un public très divers. Comment voyez-vous l'évolution de la branche ? Si vous vous projetez, peut-être en regardant en arrière et puis en tournant votre regard vers l'avenir, est-ce que vous arrivez à sentir les évolutions qui arrivent ? Oui, c'est difficile quand on est dans le pot de confiture de voir le pot de l'extérieur, mais l'idée, elle est quand même que au début, comme on l'avait vu tout à l'heure, le code des obligations était neuf, donc tous les problèmes étaient censés se trouver là. Et puis, jusqu'aux années 70, l'économie était quand même assez marquée par l'industrie. La moitié des salariés travaillaient dans l'industrie, ce qui est maintenant beaucoup, la proportion est bien inférieure. Donc on a passé d'une économie en très notable partie industrielle à une économie non industrielle, et on a passé d'un texte de 1972 à des problèmes de 2015. Donc ça fait quand même une très grande distance. Alors s'il fallait se demander où se perçoivent les évolutions, d'abord la disparition de l'industrie et par conséquent le fait que les problèmes sont moins stéréotypés, parce que quand vous avez des ouvriers dans une usine, eh bien les problèmes que posent les rapports de travail sont un peu toujours les mêmes. Il y a le droit collectif du travail, la négociation des conventions collectives, leur interprétation, l'évolution sur certains sujets. Ce qui me frappe aujourd'hui, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, puisque vous le pratiquez tout autant, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'importance des aspects psychologiques.
c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de protection de la personnalité, de harcèlement. Bon, le harcèlement sexuel, il est vieux comme l'Ancien Testament. Le harcèlement psychologique peut-être aussi, mais c'est moins manifeste. Et je dois avouer que comme praticien, je suis médusé par l'importance du contexte psychologique des rapports de travail, par le fait que beaucoup de personnes qui viennent me consulter sont souvent soit victimes d'une personne qui n'a pas tout à fait la tête sur les épaules, soit elles-mêmes ont de la peine à trouver leur marque. Et ce qui autrefois pouvait paraître comme surtout l'application du droit ou de principes exige maintenant la compréhension de situations et d'évolution de situations psychologiques. Alors j'ai jamais fait de psychologie, je dois avouer. Enfin j'ai lu comme étudiant, j'avais lu Freud, Jung et Adler, et je savais toute l'importance des archétypes, de l'angoisse et de la sexualité, mais ça m'a servi à rien du tout. Disons, c'est pas aujourd'hui que je vais appliquer Freud ou Adler aux personnes qui me consultent. Laissons-la en suspens. Souhaitez-vous encore Non, merci beaucoup. ajouter Sinon, un mot? vous remercier Magnifique. d'avoir participé à cet C'était mon entretien plaisir. et vous dire le plaisir que j'ai eu non seulement à vous revoir, mais à travailler avec vous de longues années. Et vous remercier C'est aussi tout ce que réciproque. vous avez fait à l'occasion de mon départ. C'était avec grand plaisir. Merci.